Et du coup, on s'était quand même posé une question du mythe de la défense fait gagner des titres euh, et d'un équilibre attaque-défense. On a toujours entendu ce mythe de l'attaque te fait gagner des matchs, la défense te fait gagner des titres. Je crois que c'est Jordan qui a dit ça, hein, si je dis pas de Oui. conneries. Oui, oui. Ouais, l'attaque fait lever les foules et fait gagner des matchs, et la défense. Oui. Et du coup, on s'est posé un peu cette question aussi. Et dans la personnellement, je pense que dans la construction d'une équipe contender, il faut un équilibre entre l'attaque et la défense. Euh, à part exception comme les Nuggets cette année, les champions ont toujours été dans le top 10 des défenses de la ligue en saison régulière et toujours dans le top 10 de l'attaque en saison régulière, sauf exception aussi de, je Les sais Warriors. plus, Après, ça, c'est oui, Warriors c'est sur 2022. l'histoire récente, c'est Ouais, les Warriors 2022. qui sont 15e attaque parmi les équipes en playoff, donc 15e sur 16, mais ils sont première défense. Ouais, Après, c'est toujours difficile de considérer qu'ils sont dans un top 10 ou voilà, parce que bah, la NBA n'a pas toujours eu 30 équipes, quoi. Ça fausse un petit peu le. ouais, disons que dans l'histoire récente en tout cas, Oui. ça a quasiment toujours été le cas. Et du coup, toi, Benjamin, c'est quoi ton avis là-dessus? Ah bah, tu me fais une belle passe pour qu'on puisse un petit peu dérouler le propos introductif du sujet parce Je on te est mets. essayé d'aller en détail justement ce qu'il en est de cette question-là. Tu as raison. En fait, on fait référence à cette idée de Michael Jordan qui nous a toujours dit la défense, enfin l'attaque fait gagner des matchs, la défense titre. Ce qui est en fait un propos qui est assez intéressant parce qu'il a été repris dans le monde du basket énormément, mais pas que. C'est un propos qu'on a entendu dans d'autres sports. C'est quelque chose qui s'est appliqué dans le monde du foot pendant 10 ans, Ah 15 oui, ans, les vraiment Italiens l'ont avec... pas oublié, hein. Les Italiens l'ont pas oublié, vraiment avec cette logique qu'il faut d'abord construire une défense forte pour réussir à performer à haut niveau. Et la semaine dernière, on posait la question des modèles d'attaque des différentes équipes jeunes aujourd'hui, de leur abus de pick and roll. Et moi, j'avais évoqué l'idée que j'avais parfois l'impression qu'on était peut-être face à des coachs un peu vieillissants qui se concentraient trop sur la défense, quitte à en oublier l'attaque par moment. Et du coup, ce qu'on a voulu voir, on a voulu voir si effectivement on constatait que ce verbatim était toujours réel, à savoir qu'il faut d'abord construire une défense pour pouvoir gagner un titre et que c'est la défense qui fait gagner des titres. Alors, pour pouvoir regarder tout ça, on a effectivement regardé les ratings en saison régulière des différentes équipes, partant du principe que on avait un échantillon assez important en regardant le rating de saison régulière, et que c'est en saison régulière qu'on construit des habitudes qui après vont se confirmer en playoff. Et ce qu'on remarque en prenant tous les champions depuis 1997, c'est déjà qu'ils sont à peu près élites des deux côtés du terrain, ce qui est un élément important. On constate quand même que jusqu'à 2005 à peu près, on a quand même cette prédominance de la défense en ayant quasiment systématiquement des défenses qui sont dans le top du top de ce que propose la ligue. Et l'attaque est également au top, mais dans des proportions qui sont peut-être un peu moins. On a un contre-exemple important avec Los Angeles qui est 22e au defensive rating en 2001 et qui est premier en attaque et qui gagne. Mais il va forcément avoir des exceptions qui vont venir bouger la règle. Et puis plus les années avancent, plus on se rend compte que bah, cette certitude, elle commence à bouger un peu. On voit que effectivement ce besoin d'être élite des deux côtés du terrain perdure. En revanche, si vous regardez à partir de 2010, 2011, 2012, on retrouve beaucoup plus les équipes championnes dans le élite de l'attaque que dans le élite de la défense. On peut prendre Miami 2013, Golden State 2015, Cleveland 2016, Golden State 2017, 2018. À chaque fois, on est dans des top 3 attaques. Et quand on n'est pas dans des top 3 attaques, on est dans des top 5. À l'inverse, de l'autre côté, sur la défense, eh ben, on est un peu plus en retrait. On est toujours une très bonne équipe défensive, mais plus autant que ce que peuvent l'être les autres. Comme pour gagner un titre, c'est quand même une comparaison ou une confrontation avec d'autres équipes. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qu'on fait par rapport aux autres équipes. Et là, on a essayé d'aller regarder un petit peu dans le détail. N'hésitez pas à me demander si je suis pas clair et je repréciserai à quel point ces équipes étaient meilleures que les autres en attaque ou en défense, que la moyenne de la ligue. Donc je te propose juste de passer à la deuxième slide. On a attaque. En fait, on a regardé l'offensive rating moyen de la NBA de chaque année. Et on a regardé l'écart à la moyenne NBA qu'avait le champion en pourcentage. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé regarder des valeurs absolues. On n'est pas allé se dire
bah, une équipe elle est à 106 et que la moyenne elle est à 103, donc ils sont à plus 3. Parce que ça, c'est une valeur de référence qui est intéressante, mais on s'est dit qu'avec des pourcentages de mieux que les autres, on s'en rendait encore un peu plus compte. Sur l'attaque, il faut sortir un peu des cas extrêmes, hein, comme Chicago 97 qui avait une très très bonne attaque. On se rend compte que jusqu'aux années 2010, on faisait un peu mieux que ce qu'on voyait en NBA de manière générale, pas excessivement. Et puis depuis 2010, on constate que le fossé se creuse un petit peu, même s'il est redescendu un peu les dernières années. Attention à Los Angeles qui a un profil d'équipe très défensif et de Golden State. Mais si on s'enlève Los Angeles et Golden State, bah, on se rend compte que la marge par rapport à la moyenne que font ces équipes en attaque, bah, elle a tendance à grandir. Donc on peut se poser la question si l'attaque n'est pas de plus en plus importante dans ce qu'on cherche à créer pour gagner un titre. Mais en fait, ce constat, il est encore plus visible avec la défense. Et je te propose de passer à la slide suivante. Et sur la défense, ça se voit particulièrement bien. Et là, le graphique est assez clair. Sur la défense, j'attends juste qu'il s'affiche pour moi. Voilà, super. Et là, sur la défense, on voit totalement ce phénomène. On a repris une fois de plus le defensive rating de la moyenne NBA en comparaison avec le champion et de son écart à la moyenne NBA. On constate en gros que jusqu'à les années 2000 et Los Angeles, on a quand même un gros écart à la moyenne sur les performances. On a l'exception de Los Angeles en 2001 qui n'a pas une bonne défense, mais à chaque fois, pour le coup, en comparaison de la moyenne NBA, on est vraiment très fort. Par contre, à partir des années 2010, on voit qu'il faut être meilleur que la moyenne en NBA, mais dans des proportions qui sont moindres. Et qu'en fait, de la défense, de devoir tout construire autour de la défense, en fait, il perd en importance. Alors, ça, c'est des visions statistiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on discute entre nous sur la réalité de pourquoi on en est arrivé là. Moi, il me semble qu'un des premiers éléments qu'on peut avancer, c'est le talent offensif des joueurs qui sont en NBA, qui sont capables de dépasser le niveau défensif des équipes. Et ce qui est intéressant et ce qui est important de plus en plus, c'est d'avoir beaucoup de talent offensif, plus qu'être capable de faire des stops, parce que les joueurs sont devenus tellement forts qu'il est de plus en plus dur de les faire, en fait, ces stops-là. Ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est un sujet qui a pas mal fait parler aussi sur ces dernières années, c'est que globalement, le joueur moyen est de plus en plus fort, et de plus en plus complet, et il faut qu'il le soit même de plus en plus, tout simplement. Oui, donc toi, tu insistes sur le côté, la dimension besoin d'être complet pour l'emporter, quoi. Ouais, c'est ça, on demande de plus en plus aux joueurs de savoir poser un ou deux dribbles, de savoir faire la bonne passe au bon moment, sans être forcément des gros playmakers, des gros créateurs. Il y a vraiment il y avait par exemple cet aspect 3&D, donc les PJ Tucker qui restent dans le corner et qui bougent pas. Et maintenant, tu as de plus en plus cet aspect de connecteur, aussi la notion de... C'est PND, je crois, je sais plus, où c'est de passing et de défense, plus des Kyle Anderson, par exemple, où en fait, c'est ça, il faut être beaucoup plus complet en attaque pour pouvoir apporter, en fait, beaucoup plus, tout simplement, plutôt que d'être juste statique. Parce que maintenant, être juste statique, c'est plus suffisant dans des attaques qui sont toujours plus en mouvement. Ça, je trouve que ça se retrouve aussi bien sur le backcourt que sur le frontcourt. Parce que de plus en plus maintenant, sur les extérieurs, on leur demande à minima de savoir poser le ballon et d'être, alors pas une première option balle en main, mais de pouvoir initier quelque chose. J'ai l'impression qu'on l'entendait déjà beaucoup moins il y a quelques années. Et sur les intérieurs, on a quand même maintenant toujours à la recherche de cet intérieur qui non seulement doit savoir protéger le panier, doit savoir dissuader. Bon, on pourrait dire que ça c'est un peu le rôle de base des grands, mais aussi savoir tirer de loin, ce sacro-saint spacing. Et donc effectivement, les joueurs contemporains, je pense, savent faire plus de choses que les joueurs qui avaient leur même rôle, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans. Oui, et c'est intéressant de constater que là où il y a 20 ans, avoir une grosse différence d'impact défensif par rapport aux autres équipes de la ligue, ça te permettait d'aller jouer le titre. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup moins décisif en fait. Mais c'est du coup, vu que tu as des joueurs meilleurs en attaque, ça devient aussi beaucoup plus dur à défendre.
t'as aussi le changement de spacing qui fait une grosse différence parce que pareil, t'as plus de terrain à couvrir, t'as plus de joueurs à défendre puisqu'ils sont meilleurs comme on l'a dit. Donc l'attaque en fait commence à prendre le dessus et la défense un peu moins parce que t'as aussi un troisième point, c'est le changement de règles aussi qui favorise de plus en plus l'attaque et qui permet de gonfler un peu ces différences à l'offensive rating. Et puis il y a quand même quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très patent sur les 10 dernières années, c'est que on utilise le 3 points maintenant. Et évidemment, 3 points ça fait plus que 2. J'ai les chiffres là sous les yeux. Sur la décennie 2005-2014, les équipes tentaient en moyenne 18,1 3 points par match. Ça représentait 22% des tirs pris. Sur la période 2015-2021, on passe à 35 tirs à 3 points par match, ce qui représente 40% des tirs pris. Et je pense que depuis, la tendance, encore une fois, s'est peut-être accentuée. Et donc, évidemment, tu ajoutes à ça le fait que de plus en plus de joueurs savent dégainer à 3 points. Évidemment, l'attaque prend une place prépondérante dans le système de la NBA actuelle. Et en fait, dans le cadre de la construction des effectifs, ça pose des vraies questions, tu vois. Avant, on a abordé la question de la construction des effectifs. Avant, le salary cap était quand même concentré. Une partie du salary cap importante était consacrée sur les joueurs défensifs qui venaient te faire une différence en fait en défense. Et on constate aujourd'hui que peut-être que ce paradigme il est plus très pertinent déjà, voire même que les équipes le font de moins en moins. C'est ça, t'as des joueurs qui sont d'excellents défenseurs qui, il y a 10 ou 20 ans, auraient pu choper de bons contrats et jouer sans problème. Et maintenant, un joueur qui est très bon en défense, mais qui n'est pas du tout efficace en attaque, il va... Rudy Gobert. il va avoir beaucoup moins de temps de jeu et au final, ils vont finir par sortir complètement des rotations et ne plus être dans la ligue. Exception Dillon Brooks, je sais pas comment il a chopé 80 millions cet été, ce qui représentait, je crois, 15 packs, là, pendant la Coupe du Monde. Ouais, je crois ça représente 15% du cap pour remettre. Alors on peut quand même dire aux gens qui nous écoutent que Quentin est en croisade contre Dillon Brooks. Ouais, c'est pas vraiment une croisade, c'est juste que je ne comprends pas comment les Rockets. Alors oui, il est très bon défensivement et il n'y a aucun souci là-dessus, c'est un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Mais déjà, ça a moins de valeur que des défenseurs intérieurs, je trouve, que les meilleurs protecteurs de cercle. Et vraiment, il fait une saison à 15% sous l'efficacité de la moyenne. Oui, sous l'efficacité de la moyenne. Et il n'a jamais été au-dessus de 4% ouais. En dessous de l'efficacité de la moyenne de la ligue. Et il n'a jamais été à la moyenne. Enfin bon, c'est un arroseur automatique. Hein. Ouais. Et même sur ses stats de catch and shoot, de 3 points ouverts, il est en dessous de la moyenne. Et je comprends pas comment ce jeu... Je pense que la logique de Houston, après c'est presque un autre sujet, mais je pense que la logique de Houston, c'est de se dire ils n'ont fait qu'empiler des talents offensifs, eux, pour le coup, depuis 3-4 ans. C'est-à-dire que tous les joueurs qu'ils ont pris sont tournés vers l'attaque. Que ça soit Jabari Smith, que ça soit Sengun, que ça soit Jalen Green, que ça soit Porter Jr., tous, c'est que des attaquants purs et durs. Donc je pense qu'ils se sont dit qu'au bout d'un moment, pour avancer, il fallait ajouter de la défense. Je pense que c'est à peu près la logique. Ouais, c'est ça, mais bon, de là à... Ouais. Enfin bref, c'est vrai que c'est un peu mon combat, mais après dans le cadre de Houston, tu as une franchise qui historiquement a beaucoup d'argent, n'a jamais de problème à dépenser, et peut-être qu'ils se disent qu'ils ont déjà les 3-4 joueurs à qui ils vont pouvoir filer le salaire max à terme, et que finalement les 15%, c'est pas très important parce qu'ils peuvent se permettre d'être à, je vais dire des bêtises, mais à 140%, à 150%, de toute façon... Ça n'a pas trop d'impact pour eux, tu vois. Peut-être que le 15%, il est un peu à relatif. C'est ça, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a eu une raison. Et que dans leur construction à long terme, ça les gênait pas d'avoir le salaire de Dillon Brooks, qui en plus, je crois, est en dégressif. Donc c'est un contrat qui, quand il sera expirant, aura une très bonne valeur de trade d'ici dans 3 ans, quoi. Oui. Dans le cadre de la construction des équipes, donc ce qu'on disait, c'est que... on est peut-être dans un changement de paradigme
en cours, à faire et à terminer, où les 3 premiers salaires, maintenant, on ne les donne, les 4 premiers, on ne les donne qu'à des joueurs qui sont avant tout des attaquants, partant du principe que de toute façon, les bons défenseurs ont moins d'impact, c'est un peu ce que tu dis, Quentin, et qu'en plus, on est capable, par l'ingéniosité offensive qu'on arrive à avoir aujourd'hui en NBA, de les annihiler complètement. Et le meilleur cas, c'est l'exemple que prenait Vincent, le meilleur cas, c'est Rudy Gobert, qui est un défenseur élite dans son registre, mais que les équipes aujourd'hui sont parfaitement capables de déjouer et de rendre inutile par un plan offensif adapté. Et du coup, en fait, il n'y a plus aucun intérêt à lui filer de l'argent. Et ça se confirme quand même dans la construction. Enfin, il n'y a plus aucun intérêt à lui filer de l'argent, je suis un peu excessif. Je C'est sors trop tard. je sors de la Coupe du Monde. Je sors de la Coupe du Monde. Permettez-moi cet excès. Et ça se confirme dans la construction des effectifs qui sont contenders. On a quand même aujourd'hui certains effectifs qui sont construits où vraiment les 3 premiers salaires, c'est des profils purement offensifs. Le champion NBA aujourd'hui, c'est 3 profils purement offensifs. Michael Porter, Jamal Murray, Nikola Jokic, c'est purement offensif. Et Si on pourtant, prend la c'est construction des... des... Et pourtant, Comment c'est des joueurs quand même qui ont réussi à step up leur niveau défensif. Michael Porter Jr. qui a été plutôt bon globalement sur les playoffs, Jamal Murray qui a un peu progressé aussi, et Jokic qui fait du Jokic. C'est pas un excellent défenseur, mais qui a été suffisamment bon pour ne pas avoir à être totalement ciblé et totalement être négatif. Alors, je pense qu'ils ont aussi pas affronté d'équipe qui avait ce casseur de défense en drop. Par exemple, tu mets Damian Lillard à Miami sur ces finales-là. Je pense que Miami peut très largement gagner parce que ils ont cette menace en pull-up à 3 points qui gêne le drop. Et je crois que c'est dans le match 1 où Kyle Lowry met 2 tirs à 3 points en pull-up sur un pick and roll avec Jokic impliqué. Et tout de suite, Mike Malone change et dit bah, tu edge. Oui, après, je suis d'accord avec toi. Après, les Warriors se sont fait détruire par les Lakers qui jouaient avec Anthony Davis qui faisait que drop. Enfin, que drop, j'exagère un peu, alors qu'ils ont Stephen Curry. Mm. C'est aussi, aussi des options. Mais par contre, ce que tu dis est intéressant. Moi, je parle de joueurs offensifs. Toi, tu complètes en fait. Tu me dis, les 3 premières options, ça doit être des joueurs complets. Et je pense que tu as raison. La question, c'est plus se dire maintenant, les 3-4 premières options, on va sur des joueurs complets. Parce qu'on peut rajouter Aaron Gordon, c'est pas qu'un simple défenseur. C'est aussi un bon attaquant. Tu prends les Lakers, qui pour moi sont quand même en train de construire quelque chose qui ressemble à une équipe de contender, c'est pareil. Les 3-4 premiers salaires qui sont filés, c'est pas affilé à des profils purement défensifs, c'est filé à des profils polyvalents. Boston, on est à peu près encore là-dedans. Allez, on va dire maintenant il y a Porzingis, je vais tricher un peu. Les 3 premiers, c'est des profils polyvalents. Et avant tout offensif, mais polyvalent. Parce que bon, Tatum, Brown, Porzingis, ça défend pas si mal, mais c'est avant tout un profil offensif. De la même manière, alors Anthony Davis, c'est quand même une exception parce que défensivement, il est monstrueux. Mais bon, LeBron James ne défend plus spécialement, ou beaucoup moins. Finalement, oui, ce qu'on voit, c'est que les grosses têtes d'affiche, les joueurs qui décrochent les contrats les plus impressionnants, sauf exception, ce sont des joueurs qui défensivement sont capables, toujours, et qui sont avant tout élites offensivement. Ouais. Et donc, en fait, tu peux te demander si ça annonce pas un peu la mort des très gros contrats, des très gros défenseurs. Comme on en a encore quand même quelques-uns en NBA, Rudy Gobert, meilleur exemple, comme on en avait encore pas mal il y a quelques temps. Et on en a de moins en moins. On en a de moins en moins. Et donc, c'est un élément, je pense qu'on se pose la question là depuis 2 semaines, enfin surtout cette semaine, de comment on construit un effectif qui va jouer le titre. Ben, je pense que c'est un élément à complètement prendre en compte, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour jouer le titre, eh ben, il ne faut pas donner des gros salaires à des top défenseurs. Ah, c'est ça. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de plus-value en fait. Et même si tu regardes par exemple Boston l'année dernière, ou enfin, sur les 2-3 dernières années, des Marcus Smart, des Derrick White, même Malcolm Brogdon, mais à une moindre mesure, c'est des joueurs qui sont quand même avant tout connus pour leur défense, enfin utilisés pour leur défense, mais qui sont quand même très capables en attaque, que ce soit dans la création ou dans la connexion, que ce soit au tir, qui sont très capables. Et du coup, t'as moins cet écart de très gros défenseurs et mauvais en attaque. Cet écart, en fait, se réduit de plus en plus et pareil, c'est pas eux qui ont les plus gros salaires, mais ils ont des salaires quand même assez importants, sans être vraiment les plus élevés. Bah, pour moi, quand tu prends l'exemple de Boston, c'est typiquement là où ça coince. Boston, ils sont pas champions. Et quand tu Ah oui, bien regardes sûr. Boston, quand ils jouent contre Golden State l'année dernière, ce qui leur fait défaut,
c'est un projet offensif pour moi. C'est pas la défense. C'est qu'en attaque, ça ressemble à rien. Et que peut-être que ça aurait eu plus d'intérêt. Et peut-être c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Porzingis cette année. Mm. Peut-être que ça explique aussi pourquoi on bazarde Smart pour prendre Porzingis. Bah, peut-être qu'ils auraient eu intérêt à avoir un peu plus de talent offensif pour proposer quelque chose et passer le cap, en fait. Tu Ouais, vois? complètement, ouais, complètement. Moi, c'est vraiment la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est que ils voulaient changer oui, style de jeu, de style de défense, et donner la priorité à l'attaque pour essayer de passer ce cap, de enfin gagner ce titre tant attendu depuis 2008. Tu vois, moi, quand je regarde les Lakers, une équipe que j'ai beaucoup vue, quand tu les regardes après la trade deadline, ils ont essayé de mettre en place un 5. Je prends pas le 5 qui démarre, mais le 5 qui a le plus joué. Anthony Davis, Hachimura, LeBron James, Austin Reeves, D'Angelo Russell. Moi, quand j'ai vu ce 5, je me suis dit ça peut pas marcher. Parce qu'il y a trop de manières de ballon, c'est des joueurs qui ont besoin de la balle pour. Et ça marchera pas, et qu'en plus, ça défend pas des masses si tu sors Anthony Davis. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ce 5, il cartonnait. Il cartonnait. Il marchait super bien. Ah ouais, moi, je suis pas si étonné que ça que ce 5 marche, parce que t'as quand même euh, p- Reeves et Russell qui sont des bons passeurs connecteurs. T'as toujours LeBron qui est quand même limite un playmaker pas ultime, mais qui fait partie des meilleurs. Et le cinquième, c'est Hachimura qui peut jouer ce rôle de un peu 3D, qui est capable de scorer, qui est quand même un minimum capable en défense. Et du coup, t'as un 5 qui est au final plutôt homogène et plutôt complet. Ouais. C'est Effectivement, peut-être. je vois. Pardon, Vas-y, excuse-moi. vas-y, 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 vas-y. Non, j'allais dire, je vois dans le chat des commentaires qui ont été mis par Gamsu et par Jedi Jedi et Padawan. Padawan. Jedi Padawan, qui en fait insiste sur le fait que les stats de saison hier et qu'en playoff, les rotations changent un peu, il y a un peu moins d'attrait pour la saison. En fait, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient confirmer, enfin, ça confirme aussi ce qu'on dit, qui est la nécessité d'avoir des profils polyvalents. Et vraiment ce besoin d'être capable à la fois d'être fort en attaque, voire d'être un peu créateur de quelque chose en attaque. Aujourd'hui, qui ne crée rien en attaque, qui est vraiment capable de rien créer par rien créer, j'entends vraiment ce truc du free and D, quoi. C'est-à-dire le mec que tu poses à un endroit, il bouge pas et il peut mettre des 3 points. On peut créer par de la passe, on peut aussi créer par du mouvement. KCP, c'est le meilleur exemple. KCP crée des espaces par son mouvement, au-delà de sa capacité de shoot, même s'il n'a pas de playmaking. Même Duncan Et en Robinson, fait, hein, au final. effectivement, c'est ce besoin de la polyvalence. En fait. Ça Même renforce Duncan cette idée Robinson, de- Duncan Robinson, il a certes pas la défense, mais il t'apportait en attaque justement cette création off-ball. Oui. Complètement. Et Miami était au meilleur de son jeu quand il était sur le terrain. Oui, c'est tout sauf un plot, ouais. Ouais, donc au final, on pourrait peut-être considérer que pour gagner le titre, c'est bâtir l'effectif le plus polyvalent possible, avec des têtes de gondole axées autour de l'attaque. Hein, encore une fois, je trouve que l'exemple des Nuggets de cette année est quand même assez bon, hein, avec les trois joueurs les plus payés qui sont quand même tout d'abord des joueurs offensifs et des joueurs de complément, Gordon, KCP, Bruce Brown, Christian Brown, le rookie qui Brown, s'appelait, ouais, hein, c'est ça. qui était capable d'un petit peu tout faire. Et peut-être, je ne sais pas si c'est trop le débat, mais qu'il faut commencer à s'inquiéter du coup pour les équipes jusqu'au boutiste. Bonjour les Dallas Mavericks par exemple, qui s'axent vraiment sur l'attaque, l'attaque, l'attaque et marquer plus de points que les autres, parce que c'est vrai que c'est le principe, mais c'est le principe de tous les sports co, hein, finalement, hein, et de tous les sports. Au rugby, bon, faut marquer plus de points que les autres, quoi. Mais peut-être que de temps en temps, avoir la capacité d'encaisser moins que les autres, bah, ça te fait gagner les matchs ou les séries qui te permettent d'aller au bout, tout Ouais. simplement. Et à Et on Jedi, peut- Jedi et Padawan, qui dit un truc intéressant aussi, c'est surtout la capacité à être un porteur de balle élite ou au moins excellent qui compte en playoff. Et ça, c'est assez vrai aussi. Oui. Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que de toute façon, pour gagner le titre, il te faut un joueur top 5 de la ligue. Et les joueurs top 5 de la ligue, en général, c'est des porteurs de balle Ils ont la balle en main, élite. ouais. Dans ce que tu dis, Vince, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu dis, tu as dit que c'était la fin des. Rappelle-moi ce que tu as dit à la fin. J'ai dit qu'il faut peut-être s'inquiéter pour les équipes jusqu'au Jusqu'au boutiste. boutiste. Ok. On peut même ajouter que on peut peut-être vite avoir un changement de paradigme. Pendant longtemps, on a réfléchi à des équilibres. En gros, j'ai un intérieur qui est bon en attaque, mauvais en défense. J'équilibre avec un intérieur qui est bon en défense, qui est mauvais en attaque.
Typiquement, c'est les Minnesota Timberwolves. C'est exactement ce que je veux dire, ouais. Et pendant longtemps, on a construit les effectifs comme ça, en se disant on va venir compenser des choses. Et en fait, le registre de la polyvalence, c'est peut-être aussi sortir de cette logique de complémentarité. Et plutôt rentrer dans un truc de dire, bah non, chaque joueur doit être autonome en fait. Et doit être complet. Et en fait, c'est là où il y a encore pas mal d'effectifs qui construisent via des complémentarités, via des équilibres, des équilibres, des déséquilibres compensés de déséquilibres. Ouais. Et peut-être qu'en fait ça marche plus. Et peut-être qu'à terme ça marchera plus ça. J'ai un autre exemple, c'est Miami aussi, et c'est là que c'est aussi pour ça qu'ils ont pas pu passer ce cap ces dernières années. C'est qu'en fait, t'as beaucoup de joueurs spécialistes, soit en défense, soit en attaque. Avec, par exemple, t'as du Hero, Robinson, Struss, qui étaient vraiment des spécialistes offensifs, dans leur registre à eux, hein, c'est pas je dis pas que c'est des joueurs élites en attaque. Et t'avais les autres, Gabe Vincent, Haywood Smith, Caleb Martin dans une certaine mesure, qui étaient eux plutôt des spécialistes défensifs. Et du coup, en fait, t'es obligé déjà d'équilibrer tes 5 par rapport à ça. T'es obligé de mettre un spécialiste offensif, un spécialiste défensif. Sauf qu'en fait, ça te bloque aussi parce que du coup, t'as certains joueurs qui... Enfin, par exemple, si tu joues avec Duncan Robinson et Haywood Smith, t'en as un qui va être inutile un peu inutile en attaque, t'en as un qui va être un peu inutile en défense. Et du coup, ça te bloque à chaque fois. Ça te met un plafond, en fait, sur ton attaque et ta défense, du coup. Ça devient assez binaire, ça me fait un peu penser là, alors ça n'a rien à voir, mais ça me fait un peu penser aux équipes de hand il y a quelques années où par exemple en équipe de France on avait Dinard qui ne rentrait qu'en défense, qui ne jouait que les possessions défensives. Et ben un mec qui est inutile en attaque, c'est un peu l'idée quoi. Enfin tu attaques à 4, certes tu défends à 5 parce qu'il est bon défensivement, et s'il ne sert à rien en attaque, si c'est un poids mort, je suis pas sûr que tu puisses gagner le titre avec quelqu'un comme ça. Ouais, parce qu'en fait, les équipes aujourd'hui, elles sont trop intelligentes. C'est-à-dire que là où avant la compensation marchait, aujourd'hui, les équipes savent trop bien cibler le mauvais défenseur, savent trop bien Ouais. cibler le très bon attaquant, et en fait, ça fonctionne plus. Et ce En qui fait, fonctionne, c'est tout le monde sait tout faire en fait. T'as de plus en plus cette recherche de mismatch avec notamment LeBron, avec les Oui. gros ailiers porteurs de balles, les Tatum, les Kawhi et compagnie qui vont en fait juste aller chercher des mismatchs en boucle. Ça va créer une prise à deux, ça va créer un avantage. Et à partir de là, tu crées ton attaque comme ça et tu trouves des shoots ouverts, tu trouves des lay-ups et du coup, tu as ce point mort pour l'équipe et du coup, ce choix à faire, et c'est parfois aussi le choix que faisait Miami, c'est de mettre 5 top défenseurs et on se dit tant pis pour l'attaque, on scorera pas beaucoup, mais eux non plus. Tu as une bonne série exemple de ça. Ça fait une petite auto-promo. Moi, j'en avais fait une vidéo sur la série entre Boston et les Nets de l'année dernière, où Boston avait détruit les Nets, KD et Kyrie. Et pour le coup, les Nets étaient vraiment construits comme ça. Et j'avais fait une analyse un peu détaillée, que je ne vais pas la redétailler ici, mais qui montre à quel point c'était facile pour Boston d'aller justement cibler notamment alors, les mauvais défenseurs en attaque, pas trop regarder, mais surtout isoler KD du monde et vraiment cibler le bon attaque bloqué. Et qu'en fait, la seule solution qu'il y aurait eu, c'est d'avoir une équipe complète, quoi. C'est d'avoir une équipe complète. Est-ce que au-delà de la polyvalence, c'est une réflexion que je viens de me faire, si ça se trouve, c'est pas pertinent. Est-ce que au-delà de la notion de polyvalence, c'est pas le fait d'avoir le plus de menaces possible sur le parquet? Que ce soit, alors menace, le terme est très offensif, mais imaginons que ça puisse s'appliquer également à la défense, hein, avec des joueurs qui constituent une menace pour le porteur de balle adverse ou pour les schémas adverses. Est-ce que c'est pas ça, en fait, la clé? C'est d'avoir en cumuler le plus de menaces disponibles sur le parquet. Ah tiens, lui, on a un très bon porteur de balle, mais en plus de ça, il y a la menace de tel joueur qui, off-ball, constitue un poison. Bah, c'est l'exemple des Warriors de KD et Curry, c'était quand même un petit peu ça, vous voyez, offensivement. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dessus? Moi, je pense que la notion de menace, elle a bougé. Je suis complètement d'accord avec toi, mais on est passé d'un monde où tout le monde n'était pas une menace, où tout le monde devenait une menace, mais par un registre qui était... c'est un peu le paradigme des années 2010 avec le... Et maintenant, on a passé à un autre cap, c'est tout le monde est une menace parce qu'il crée des choses, soit par sa création ballon moins, soit sa création sans ballon. Donc je suis complètement d'accord avec toi, mais en allant un peu plus loin sur ce qu'on entend derrière menace,
On l'a eu ce passage de tout le monde n'est pas une menace à tout le monde est une menace, mais dans un cadre un peu restrictif avec les free and D. Et maintenant, c'est tout le monde est une menace, non pas juste par un truc, je suis un plot et en gros on peut pas me lâcher, mais parce que je crée du jeu, soit parce que je peux tout le temps aller parce qu'en fait je peux tout le temps aller attaquer un mismatch. C'est ça en fait. C'est ce que tu disais, Quentin.